Construction La Vérandrie est fier de s'associer à TVC Basse-Lièvre pour vous présenter l'informel. Chez Construction La Vérandrie, vos projets nous habitent depuis maintenant 20 ans. Pour en connaître davantage sur tous nos modèles, visitez constructionlavérandrie.com. Francis Thériault est un athlète de la région qui a participé à de nombreuses courses à travers le monde. En juin dernier, il a participé au Keltman en Écosse, un triathlon extrême où des coureurs de différents pays s'empressent à participer chaque année. 2, 1, et on roule pour un autre épisode de l'Informel. Bienvenue tout le monde à l'émission. Je suis content que vous soyez avec nous autres pour un autre épisode. Et puis j'en profite pour dire merci à tous les invités qui sont passés à l'émission par le passé. J'ai eu vraiment du fun à vous rencontrer. J'ai eu du fun à discuter avec vous autres. Puis je veux dire merci à mon invité d'aujourd'hui qui est Francis Thériault. Francis, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait bien plaisir. Merci pour l'invitation. Ben, c'est cool. On va parler d'un sujet, d'un sport ou une discipline qui est peut-être un peu moins connue. On se parlait de ça avant de rentrer en ondes. Tu sais, le hockey, tout le monde connaît un peu comment ça marche, le football, etc. Mais toi, tu fais des Ironman. Ouais. Donc, tu fais de la course. Puis là, tu reviens d'un été qui, moi, m'apparaît comme étant bien occupé. Tu as fait l'Ironman de Tremblant, puis le Keltman en Écosse. Oui, entre juin puis août. Ouais. Ça, c'est un été normal pour toi ou c'est un été relax? C'est quoi? Je te dirais, c'est bizarre à dire. En termes de volume de course, c'est pas beaucoup, parce que j'en ai fait juste 2. Okay. Mais l'importance de chacune de ces courses-là, c'est des grosses courses. Okay. Fait que tu sais, ça peut arriver des étés où je vais faire plusieurs petites courses, mais pas d'envergure, exemple, d'aller en Écosse pendant 2 semaines. Tu sais, fait que je te dirais, ça tombe dans le milieu. Je pense que mon aspect compétitif m'aurait fait peut-être me prendre une petite course, une ou 2 de plus à rajouter dans mon été, là, mais ouais, c'est quand même, ça a été une bonne saison. J'aurais peut-être pu rajouter une petite course, là, puis c'est un peu ça que je regarde pour l'automne encore, là. On dirait que j'ai pas fini, là. La saison de triathlon est clairement finie, là. On le voit avec la température maintenant, là, qui a pas mal chuté, fait que mais comme tu voyages dans le monde, ça ressemble à quoi, mettons, une saison, quand tu parles de saison, parce qu'il dépend, tu sais, différentes températures, différents endroits dans le monde? Ouais, ben, tu sais, je parle vraiment de la saison comme, si on veut, Amérique du Nord, ou du moins hémisphère nord. Fait que, évidemment, je pourrais faire des courses à l'année longue si je voulais me déplacer dans l'hémisphère sud, aller en Australie, ces choses-là. Je suis pas là, évidemment, on va sûrement en parler à un moment donné, mais c'est une discipline qui coûte quand même assez cher en partant. Fait que, de rajouter les voyages, ces choses-là. Fait que je garde quand même ça relativement près, là, si on considère l'Écosse assez près. Mais, fait que vraiment, je dirais, mes premières courses que j'ai faites qui n'étaient pas cette année en triathlon ont commencé fin mai. Puis la plus tard que j'ai faite était mi-octobre, 2e semaine d'octobre, à peu près en 2017, quand j'avais été au Kentucky. Un peu plus au sud. Fait que, tu sais, c'est plus facile d'étirer la saison. Ouais. Là, tu dis, as-tu quelque chose pour l'automne? Tu parles peut-être l'automne, t'as-tu dit quelque chose? Ouais, mais pas du côté de triathlon, parce que justement, les températures dans les lacs, même si je suis quand même quelqu'un qui deal bien avec l'eau froide, le problème, c'est que les entraînements en ce moment, là, tu rentres dans l'eau froide, puis t'as pas de la température chaude en sortant. Fait que c'est moins intéressant. Fait que, tu sais, ça va prendre plus être une petite course de trail avec ma blonde, là, justement, qu'on prévoit mi-automne. On n'a pas décidé encore si ça allait être Québec ou Tremblant, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça va être plus en course à pied, je te dirais qu'il est plus mes racines dans le fond. J'ai converti au triathlon, mais j'ai commencé en étant coureur. Là. OK. Ouais. Mais là, il y a des triathlons, mais tu as des triathlons extrêmes. Ouais. C'est quoi la différence? Ben dans le fond, le triathlon, c'est le sport. Fait que dans le fond, les 3 sports, c'est la nage, le vélo et la course ensuite. Puis il y a différentes distances, dans le fond, pour le sport que le triathlon. Un peu à même titre que quand on parle de courir, ben, on peut faire un 5 km, un 10 km, puis on monte jusqu'au marathon. Mais c'est la même affaire. Fait que dans le fond, triathlon, le plus courte distance, c'est un sprint. Puis après ça, c'est pratiquement toujours x2 à chaque fois. Fait que dans le fond, on passe du sprint à l'olympique, qui est la distance que si on regarde aux Jeux olympiques, c'est exactement les distances que les athlètes font. Après ça, tu fais encore à peu près x2. Là, c'est pas exactement x2 au niveau de la nage. Ça monte au demi-Ironman. Puis x2, ben là, t'es rendu au Ironman. Puis ça a l'air que Ironman, c'était pas assez pour certains. Fait qu'on a décidé, OK, on va rajouter une couche là-dessus. On va mettre ça extrême. Fait qu'on va envoyer ça dans des températures ou dans des dénivelés incroyables avec des températures, tu sais, pas... que tu t'entraînerais pas ou tu ferais pas nécessairement du sport dedans en temps normal. Mais ouais, on vous pitch là-dedans, tu sais.
OK. Ouais. Qui est, entre autres, l'expérience que tu as vécue en Écosse, qui est le Keltman. Ouais. Puis, tu en as fait 2 autres, c'est bien ça? Trois autres. Ça, c'est le mon Swissman, l'Alaskaman. OK, l'Alaskaman, toi, je l'ai manqué. Oui. Ils étaient la même année. Les 2 étaient l'été passé. Ah, OK. Ouais. Puis, tu as dit du Keltman que c'était la course la plus difficile que tu as vécue quand tu as fait ton texte sur Facebook. Pourquoi ça a été la plus difficile? Dans le sens, tu avais les autres qui étaient des extrêmes aussi que tu as vécu, mais là, celle-là, c'était le plus difficile. Qu'est-ce qui a fait que c'était le plus difficile? Je pense, dans le fond, c'est le parcours du Keltman allait moins avec mes forces. Fait que ça m'a demandé beaucoup plus d'aller puiser, vraiment le plus creux pour arriver à finir cette course-là. Dans le fond, le format des courses extra, les Extreme Ironman, c'est que souvent, il y a un aspect de retourner à la base, ces choses-là, puis vraiment, tu sais, c'est pas qu'ils veulent séparer les différents compétiteurs, mais dans le fond, c'est qu'ils disent, tu dois passer un certain point avant tel moment, dans le fond, si tu vas avoir accédé à la montagne puis avoir le t-shirt de couleur versus finir en bas de la montagne avec un t-shirt de différentes couleurs. Fait qu'il y a tout le temps cet aspect de compétitivité que tu vas aller... tu vas aller te rendre en haut de la montagne, mais pour la première fois dans les 4 courses que j'ai faites, celui-là, je l'ai presque pas fait. Mm-hmm. Alors que les 3 avant, je peux pas dire que j'avais du jeu, là, mais tu sais... J'étais pas à 30 secondes près, comme c'était le cas cette année en Écosse, là, de pas le faire. Puis c'est ça, c'est vraiment par rapport au vélo, je dirais surtout des 3 sports, celui que je suis le plus beginner, si on veut, c'est vélo, alors que la majorité des gens, c'est ceux qui ont fait toute leur vie du vélo. Moi, j'ai une grosse partie de ma vie, j'ai pas fait de vélo. J'ai fait, je pense, 12 ans de volleyball compétitif. Puis je courais après ça, tu sais. Fait que le vélo était relativement nouveau pour moi, même si j'avais fait du vélo étant jeune. C'était jamais au niveau de compétition. Fait que j'ai beaucoup à travailler à ce niveau-là. Fait que le parcours qu'il y avait en Écosse, ça m'avantageait, mais aucunement. Puis ça a fait en sorte que je me suis brûlé les jambes complètement. Fait que d'avoir, premièrement, c'est 202 km que tu as à faire. C'est à peu près 8 heures de vélo à faire pour moi, pour mes capacités. Puis t'as un vent de face pendant 100 km de temps. Fait que, tu sais, c'est le moral aussi à un moment donné. T'as le physique, oui, t'es brûlé, mais t'as le moral, t'es comme, je vais-tu y arriver? Fait que je pense, oui, physiquement, mais c'était mentalement où j'ai eu à passer à travers des, OK, vas-y, go. Puis tu sais, tu te parles, puis c'est ça que autant je suis encore plus fier de cette course-là pour avoir passé à travers toutes ces étapes-là. Mais c'est celle-là que j'ai trouvé le plus difficile parce que j'ai passé par tous les différents états d'âme. Là. Mais là, quand tu dis que tu as un temps à respecter, c'est-tu pour savoir ton chandail de couleur ou c'est pas... Parce que tu disais dans ton texte que pour pas être coupé, est-ce que c'est comme si tu n'arrives pas dans le temps, tu es sorti de la course? Complètement, je suis pas sorti de la course. C'est que dans le fond, c'est comme s'il y avait une finale alternative. Je veux pas dire ça parce que ça l'enlèverait du prestige, admettons, aux gens qui font pas le cut-off, admettons, pour le t-shirt de couleur. Mais c'est que toutes ces courses-là, la partie course à pied qui est à la fin, il y a toujours une partie en montagne. Mais dès que tu parles de montagne, souvent dans les régions un petit peu plus éloignées, tu viens à ce moment-là, tu as les éléments, dans le fond, fait qu'il y a un aspect de danger. Fait qu'ils peuvent pas t'envoyer dans la montagne quand il est rendu 8h30 le soir, quand il fait noir, ces choses-là. Fait que le premier de tout, c'est vraiment l'élément sécurité là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'ils doivent mettre un temps limite dans le fond pour ça. Puis souvent, ce temps limite-là, pour la montagne, concorde avec est-ce que tu as ton t-shirt de couleur ou pas. Mais finalement, toutes les autres qui font pas... je dis toutes les autres parce que j'ai été chanceux jusqu'à date, je l'ai toujours fait, là, ce temps limite-là. Mais les gens qui arrivent après ce temps limite-là doivent quand même parcourir la distance totale, qui est la même que moi, mais sans aller au haut de la montagne, mais plutôt juste faire la distance. Souvent, c'est plus en contournant la montagne ou au bas, du moins. Là. Mais là, j'imagine que dans le contexte, déjà que tu vis le stress de savoir, je vais être capable de compléter la course, tu as un élément stressant encore plus parce qu'il faut que j'arrive à tel point à tel temps. C'est toute une autre dynamique, c'est une manière de penser tout à fait différente qu'à, mettons, les courses de la série Ironman où t'as pas des affaires de t-shirt de couleur, ces choses-là, c'est vraiment toi avec ton temps, puis tu sais, t'as pas la pression d'arriver à tel point, à tel temps, t'as juste la pression d'arriver le plus vite à la fin. Mais c'est une logistique de course qui est vraiment différente parce que ça demande beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de
d'organisation. Tu sais, ces courses-là, c'est jamais fait en solitaire. J'ai tout le temps ma blonde qui est avec moi. Fait que, tu sais, il y a quasiment plus de temps en préparation qui est fait là-dedans que la journée de la course. Tu sais, la journée de la course, tu l'as fait ta préparation, tu as juste à exécuter, puis tu espères faire les temps limites. Là. Ouais. Mais c'est un stress de plus. Ouais. J'ai envie qu'on découpe un peu là, chaque étape de la course. Premièrement, à quelle heure ça commence le matin? Puis ça a l'air de quoi l'ambiance au départ? Là, parce que ça doit être assez fébrile, j'imagine, entre athlètes cette journée-là. Oui. Puis, tout à fait, probablement, la course, je pense qu'ils ont tous commencé aux alentours de 5 heures du matin. Fait que tu commences, puis c'est noir, là. Tu sais, tu vois rien, puis c'est souvent dans des petits villages quand même assez éloignés. Fait que, autre que la lumière de la lune, il n'y a pas de lampadaire, là. Fait que, tu sais, c'est assez sombre. Souvent, ils ont des feux de camp, des affaires comme ça pour qu'on se voit, mais, tu sais, déjà, en partant, ça met une certaine ambiance. Puis, ce qui est bien de ces courses-là, c'est tu sais, j'ai parlé de l'affaire du t-shirt tantôt, d'arriver à certains temps, ces choses-là, mais il y en a qui sont même pas là pour ça. Il y en a qui sont juste là, ils veulent dire check, je l'ai fait. Ça me dérange pas quel t-shirt que j'ai eu, je veux juste l'avoir fini. Fait qu'il y en a qui arrivent là beaucoup plus décontractés. Oui, de la pression de je vais être capable de me rendre jusqu'à la fin, mais je suis quand même là juste pour l'expérience, puis je ferai pas ça vite, puis je vais profiter du moment. Fait que c'est drôle parce que c'est un peu séparé. Comme quand tu es au début, tu vois, exemple, OK, les gars, eux autres, là, ils veulent performer. Ils sont là, ils sont concentrés, ils sont dans leur bulle. Exact, ils sont dans leur bulle. Puis tu as les autres à côté que, pour eux autres, là, je pense c'est un petit cocktail qu'ils vont faire avec leurs amis. Ils jasent, puis la vie est belle, puis ces choses-là. Moi, je te dirais, je suis à peu près à moitié chemin entre les deux, là, dans le fond. J'ai mon objectif, mais je me dis, gars, cette course-là, peut-être tu vas juste la faire une fois dans ta vie. C'est la première fois que tu viens dans ce pays-là. Profite-en, là, essaie de profiter du moment, puis si t'es là, tu t'en vas avec tes œillères, tu vas manquer bien des affaires. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ça fait, on reviendra à découper la course d'abord, parce que tu dis ça, puis ça me fait penser parce que quand je regardais les vidéos de cette course-là, t'es en Écosse, les paysages sont écœurants. Hein? T'es-tu capable vraiment d'en profiter? C'est dur, mais je me force à le faire. Dans le sens que oui, je sais que je suis dans un contexte de course, puis le but, c'est de se rendre le plus vite du point A au point B. Mais l'avantage, par exemple, vu que c'est des courses d'endurance, t'es jamais dans comment je pourrais dire, une intensité dans le fond qui est, tu sais, t'es pas dans le rouge, là. Fait que t'es comme dans une zone qu'il faut que tu gardes quand même assez confortable parce que t'en as longtemps à faire. Fait que c'est peut-être un peu plus facile de dire, bon, OK, là, ce kilomètre-là, je le course pas, je regarde, je suis où parce que j'ai des paysages à couper le souffle. Puis je te dirais, c'est ce que j'ai appris de mon premier. Tu sais, mon premier, en étant à Norvège, heureusement que j'ai conduit la route 2 ou 3 jours avant pour voir où ce que j'allais passer, parce que je peux être bien honnête avec toi, là, la journée de la course, là, j'ai rien vu. Mais c'était ma première, t'es stressé, t'as tout ça, puis t'as comme ce but-là de performer. Je me souviens d'une couple d'affaires, mais pas tant que ça. Mais après ça, je me suis dit, non, c'est pas de même que tu dois vivre cette expérience-là. Fait que j'ai un peu changé mon approche, je te dirais, à partir de celui que j'ai fait en Suisse, qui était mon deuxième dans la série. J'ai profité du moment, ces choses-là. Puis c'est bien parce que ma blonde m'accompagnant du début à la fin, surtout la partie de la course, elle le fait avec moi. Fait que je suis chanceux, là. Moi, j'ai une blonde qui est aussi en forme que moi, fait qu'elle peut me suivre. Fait que c'est facile d'un moment donné, tu rentres, tu parles, puis t'es, hey, regarde, c'est quoi qu'on a autour, puis c'est une petite selfie, une petite photo, ces choses-là. Ok, peut-être faire ça. Fait que, c'est elle qui s'en occupe, là. Moi, je me concentre à avancer, là. Mais fait que c'est le beau côté de ces choses-là, parce que tu ferais pas ça, mettons, dans une course du type Ironman, de la série Ironman, parce que comme je dis, là, le but, c'est le temps, tu vas essayer de performer, puis t'as pas le temps de faire ces choses-là. Fait que c'est le beau côté de la chose de ces courses-là, ça te permet de le faire, mais ça te permet de le faire, mais il faut que tu te forces aussi à le faire, parce que c'est facile de dire, moi, je m'en vais en ligne droite, puis je regarde pas où je suis, là. Mais des personnages, des paysages à couper le souffle, ça, c'est certain, là. Tu dois garder des souvenirs assez spéciaux. Oui. Chaque course est vraiment unique. Puis j'ai tout le temps la question après, bon, c'est lequel que tu as préféré. Puis tu peux pas le choisir. T'sais. Je peux dire celle-là, je l'ai aimée pour telle raison, celle-là un petit peu plus pour telle raison, mais je suis pas capable de dire il y en a une là-dedans. Je pense que c'est tout unique, j'imagine. Oui, exact. Ouais. Puis, quand tu arrives, par exemple,
au village, au pays où là où tu vas, j'imagine, peut-être tu as du temps avant. Ben là, tu as dit, entre autres, en Suisse, tu as eu la chance de te promener avant. Ouais. Au moins, j'imagine, tu en profites avant, après, parce que ça doit être party un petit peu aussi après, j'imagine. Mollo, parce que quand tu es un triathlète de longue... en tout cas, je vais parler pour moi, dans le fond, je parlerai pas pour tout le monde, mais moi, je suis pas du genre justement à faire la fête de ces choses-là, parce que je veux pas, tu sais, si tu fais la fête le lendemain, tu as un entraînement de vélo, là. Fait que tu sais, tu veux pas être couché trop tard, c'est-à-dire... Excuse-moi, je t'interromps, mais là, tu dis le lendemain, tu as un entraînement de vélo? Ben, pas le lendemain d'une course. Mais mettons, si tu décides de sortir un... fou, je pensais. Là. Non. Mais tu sais, mettons, si tu décides de faire la fête un vendredi soir, ben tu payes le prix la fin de semaine après. Fait que tu sais, j'ai une vie sociale, ces choses-là, mais je vais pas dans l'excès, mettons. Mais oui, c'est ça, c'est bien ces expériences-là, comme l'Écosse, la Suisse, ces choses-là. Souvent, je m'organise pour arriver une semaine à l'avance, puis repartir une semaine après. Fait que j'en fais une vacance aussi. Puis du point de vue aussi, entraînement ou performance, dans le fond, ils recommandent que tu arrives là une journée par heure de décalage horaire. Fait qu'exemple, tout ce qui est en Europe, c'est à peu près 5 à 6 heures. Fait qu'il faut que je sois au moins là 5 à 6 jours à l'avance, juste pour être certain que mon corps a eu le temps de s'habituer. Là. Fait que ça me donne la chance de visiter le pays puis d'en profiter. Fait que oui, il y a l'expérience course, mais il y a l'expérience tourisme puis tout ça. Là. Ouais. Fait que revenons à la course. Donc, début de la course, tout le monde est en préparation. Il y en a qui sont plus relax, il y en a qui sont plus stressés. Là, vous en allez, ça commence avec la nage. Comment long la distance? Puis l'eau est froide aussi. Hein. Mais si on parle en tout cas du moins à le Keltman. Elle n'est pas froide, elle est frette. Mais, puis oui, fait que dans le fond, la distance, ça varie. Ils n'ont pas... sont pas tout... Exemple, les courses de distance Ironman, c'est tout le temps 3,8 km. Ces courses-là le varient un petit peu. Exemple, la Norvège, la Suisse était de 3,8 exactement. L'Écosse, cette année, était de 3,4. Et l'Alaska, bizarrement, qui était l'eau qui était la plus froide pour moi, là, on parle de 7 à 10 degrés Celsius là, dans Resurrection Bay, pour ceux qui connaissent la région de Seward en Alaska, c'était 4,2. Fait que non seulement c'est l'eau la plus froide, mais il nous rajoute un 400 mètres de plus encore. Fait que c'est pas constant, mais normalement, ça devrait être aux alentours de 3,8 km. Puis la manière de se rendre à la course, au début de la course, c'est pas pareil. Quand j'étais en Norvège, ils nous amènent sur un traversier. Et tous les nageurs sont là. À 5 heures, la porte ouvre, puis sauter, c'est comme ça qu'elle commence votre course. Fait que tu sautes vraiment, puis tu débarques en bas du bateau. Tandis qu'en Suisse, encore là, par bateau, ils t'amènent sur des îles, mais tu as le temps de débarquer, tu vas sur l'île, puis là, ils sonnent le départ, tu pars. Puis les courses en Écosse et en Alaska, c'était d'un point à un autre. Dans le fond, fait que tu pars d'une plage qui est, mettons, 4 km de l'arrivée, puis tu nages vers la sortie. Là. Mais comment est-ce que tu te prépares pour pouvoir performer dans des conditions pareilles, c'est-à-dire de l'eau qui est si froide? Je te dirais, c'est une combinaison d'une couple d'affaires. Le ski nous aide un petit peu en étant ici au Québec, au Canada. Dans le fond, c'est que ces courses-là sont souvent assez tôt dans l'été. Exemple, juin. Fait que l'eau des lacs ici n'est pas encore très, très chaude. Fait que moi, je suis dans le lac Meech. Au mois de mai, je suis déjà dedans. Quand les températures sont à peu près aux environs qu'ils vont être au moment de la course. Fait qu'à peu près, je veux dire, entre le plus froid que j'ai fait, c'était 8 à 12 degrés Celsius. Fait que mon entraînement est fait dans des eaux qui vont être à peu près dans la température similaire. Évidemment, là, j'ai ma combinaison complète. J'ai mon wetsuit, j'ai un casque sur la tête de néoprène, des gants, des petits bottillons pour me protéger du froid. Puis plus je rapproche de la course, bien évidemment, la température des lacs ici augmente un peu. Fait que ça, c'est la partie que tout le monde me trouve vraiment fou. Mais moi, mes douches sont tout le temps à l'eau froide. Fait qu'il n'y a pas d'eau chaude dans ma douche. Aller au moins les 3 semaines précédentes, chacune de ces courses-là, c'est des douches à l'eau froide. Mais, tu sais, ça a l'air terrible de dire ça comme ça. Puis oui, j'avoue qu'il y a un élément de folie là-dedans, mais c'est nécessaire aussi parce qu'il y a des complications qui peuvent arriver à nager aussi en eau qui c'est aussi froide comme ça. Si t'es pas acclimaté, tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui ont eu bien des problèmes comme ça. Fait que dans le fond, c'est pour m'assurer d'avoir une belle expérience. Oui, de pas trop être gelé, de pas avoir trop le choc, mais c'est un point de vue de sécurité aussi puis de santé. Fait que c'est ça. Fait que c'est une combinaison d'une couple de recettes. Mais je pense que je suis chanceux de ce côté-là. Je suis quand même quelqu'un, même si je suis pas bien gros, là, je tolère bien le froid. Comparativement à bien de mes amis triathlètes, là. Je suis pas si pire quand même, Ah, ben good. Moi, des fois, je prends les bains froids pour déraquer là, quand je m'entraîne. Puis
Je t'en ferai pas. C'est pas agréable, hein? Non, j'écoute 30 secondes, là, puis faut que je sorte, parce que j'ai mal partout. Ouais. Mais là, quand vous partez, là, c'est spectaculaire de voir les images. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ça, le Cartman. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur la course. Mais là, tu vois, il y a à peu près, mettons, 200 nageurs dans l'eau, puis vous partez tous en même temps. Ouais. Y a-tu comme une stratégie? Parce que je peux imaginer que c'est pas évident. Parce que là, tu t'entraînes dans le lac, t'es tout seul. Mais là, t'es rendu, là, t'as plein de monde. L'eau nécessairement est houleuse. Puis en plus, t'as l'obstacle des autres. Où je me dis, y a-tu une stratégie genre, OK, mais si je nage derrière un tel, c'est plus facile? Ou comment ça marche, hein? Oui, dans le fond, il y a une stratégie. Je te dirais, moi, dans le fond, la nage, c'est mon deuxième sport avec lequel que je suis plus à l'aise. Okay. La course étant mon sport dans lequel je suis le plus à l'aise. Fait que dans le fond, je me situe, mettons, dans le premier tiers des nageurs. Fait que je sais que je finis à peu près là-dedans. Puis souvent, évidemment, comme dans n'importe quelle course, les plus rapides vont souvent chercher à se mettre en avant, puis les plus lents vont en rester un petit peu en arrière. Fait que tu sais, j'essaie de m'organiser par rapport, je regarde c'est qui est autour de moi, puis j'essaie de me placer, mais tu sais, finalement, à part de jaser vraiment avec les autres personnes autour, en combien de temps tu penses faire, puis tu te places par rapport à ça, je dirais que c'est un petit peu aléatoire. Fait que c'est un peu, tu lances le dé puis t'espères être bien placé. Mais oui, il y a de la stratégie, exemple, de nager à proximité d'un nageur, que ça soit directement en arrière ou à la hauteur de sa hanche, être collé sur son côté. Okay. C'est ce qui facilite de plus l'économie d'énergie en nageant. Mais oui, c'est un obstacle. Là. Souvent, je me rappelle toujours de mes premiers moments en triathlon. Tu as l'impression que tu viens de rentrer dans une machine à laver puis avance là, en même temps. Fait que tu as des coups de bras, des coups de pied qui gisent de partout. Mais je pense, à force de répéter, d'en faire souvent, tu viens à gérer ce stress-là. Puis pas nécessairement que c'est plus facile, mais tu t'en fais pas autant d'avoir quelqu'un qui nage dans ta bulle, alors que normalement, comme tu l'as dit, je m'entraîne tout seul, tu sais. Fait que, ouais, c'est un élément différent, puis c'est pour ça que, tu sais, tous les triathlètes ou les futurs triathlètes qui aimeraient commencer, c'est quelque chose à pratiquer à un moment donné, parce que c'est beau quand t'es dans la piscine, dans tes corridors, tout est beau, mais quand t'arrives en lac, c'est un autre monde. Fait que, ouais, c'est spécial. Puis comme j'ai dit, l'élément qui est différent de ces courses-là, c'est que souvent, tu commences dans le noir. Fait que t'as presque pas de point repère non plus, là. Fait que tu suis le bonnet de couleur qui est en avant de toi, puis tu essaies de t'enligner. Certaines de ces courses-là mettent un peu un phare au loin ou un gros feu de camp pour essayer de t'organiser, mais il est loin, là, il est à peu près 4 km plus loin. Fait que tu sais, des fois, tu nages, puis tu espères d'être en bonne direction, puis à un moment donné, tu le vois, là, ce signal-là. Fait que c'est spécial. Ouais. Moi, je pensais que les bateaux, parce qu'il y a des bateaux qui sont là pour vous sécuriser là, aussi, là, je pensais qu'eux autres faisaient de l'éclairage pour vous aider. Ouais. Jusqu'à un certain point, oui, dans le sens que si tu t'égares vraiment, tu t'en vas vraiment pas dans la bonne direction, ils vont dire non, reviens. Mais ils donnent une certaine marge de manœuvre. Là. Fait que, tu sais, c'est facile de nager quasiment 200-300 mètres de plus juste parce que tu es parti sur une tangente puis tu t'en es pas dans la bonne direction, puis ils vont te recadrer jusqu'à un certain point, mais ils laissent place. Je veux pas dire à l'erreur, mais tu sais, ils sont pas toujours en train de recadrer. Je pense que, tu sais, c'est pas mon cas, mais le premier en avant, lui, il a le kayak ou le canot de tête, que lui, c'est facile parce qu'il a juste à s'enligner sur le canot. Mais c'est pas mon cas. Fait que, tu sais, j'ai pas ce point de repère-là. Fait que moi, j'essaie plutôt de me fier, de me baser sur les gens qui sont autour de moi, puis de me faire des points de repère quand je peux en avoir, dans le fond, là. C'est-tu à Cartman que tu disais qu'il y avait des méduses dans l'eau? Ouais. Puis, il y en avait plein. Ça, c'est vraiment un élément nouveau pour moi, là. J'avais jamais... c'est vrai que si tu accroches, je pense que tu peux être irrité sérieusement ou tu peux te blesser là, avec ça. Oui, définitivement. Mais nous, ce qui nous aide, étant donné que l'eau est très froide, la combinaison, le wetsuit est obligatoire. Fait qu'évidemment, ça passe pas au travers ça. Okay. Dans le fond, la seule chose qui était à découvert, c'était mon cou puis mon visage. Fait que c'était les seuls endroits que j'aurais pu avoir une piqûre. Je sais pas si on appelle ça une piqûre ou une morsure. Dans le fond, fait que c'était mes seuls endroits à risque. Fait que je m'assurais de bien les protéger. Mais ouais, c'est un méchant. Préparé à ça, il l'avait-tu dit?
Ah oui, tout le monde le sait. OK. Ah non, tout le monde le sait. Une fois dans l'autre, Oui. Non. Okay. Cette course-là est réputée pour ça exactement, que l'eau est froide puis est infestée de méduses. Okay. Mais tu sais, j'aurais jamais pensé à ce point-là. La veille, ça c'est ma routine, surtout pour les courses extrêmes où l'eau est souvent un peu plus froide. Je m'assure de toujours faire un entraînement dans l'eau où je vais aller nager, juste pour, OK, c'est ça que c'est la température. J'habitue, fait qu'évidemment, c'est là que j'ai eu ma première rencontre avec les petits amis. Okay. Mais l'endroit que j'ai nagé, c'était relativement près de la plage où il n'y en avait pas tant que ça. Fait que tu sais, j'ai sorti de la nage puis j'ai dit à ma blonde, Caro, je vois, c'est pas si pire que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Mais le lendemain, c'est parce que là, j'étais plus proche de la plage. À un moment donné, j'étais au loin. Hein, puis, ouais, tu sais, au début, encore là, un peu craintif, j'ai contourné un peu parce qu'il y en avait ici et là. Ouais. Mais à un moment donné, je pense que j'en avais comme 300, 400 autour de moi. Fait que tu peux plus les contourner parce que si t'en évites une, tu rentres dans 3-4 autres. Tu sais, fait que tu nages en ligne droite. Puis c'est ça que j'ai dit, je pense, dans mon post sur Facebook, j'ai dit à un moment donné, je pense que j'en ai punché 3 d'en face parce qu'il n'y avait aucun moyen de les éviter. Fait que, ouais, c'était un petit élément de stress pour moi, mais finalement, ça a super bien été. Là, j'ai vraiment été chanceux. Mais oui, un élément de danger, si on veut, ces choses-là, mais on est bien protégé avec nos combinaisons. Là. Ouais. Mais c'est rien, je pense, comparé au danger quand on va être rendu à parler de l'étape de la course. Parce que là, quand vous arrivez, une fois la nage terminée, c'est vélo. Ouais. Puis comment ça fonctionne? Moi, c'est une drôle de question, mais stratégiquement, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Qui emmène les vélos à l'autre point? C'est quoi la stratégie autour de ça pour organiser ça? C'est fait le matin. Fait que c'est fait avant la course. Dans le fond, on rentre ce qu'on appelle la zone de transition, dans le fond. Donc, l'endroit qu'on sort de la nage puis qu'on s'apprête à partir pour la course. Là, il faut savoir, pour les courses extrêmes, la zone de transition de nage à vélo et du vélo à la course, c'est pas la même. Mais normalement, dans le circuit Ironman, c'est toujours la même endroit. Donc, au fond, on part à vélo, on revient exactement au même endroit, puis c'est de là qu'on part pour la course pour finir. Tandis que ces courses-là, c'est vraiment d'un point A à un point B, à un point C. Là. Fait que c'est pas le même endroit. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, le vélo est déjà installé le matin avant d'aller partir pour la nage. Fait que déjà organisé avec le casque, les petits ordinateurs pour la vitesse, les souliers sont déjà en place, ces choses-là. Fait que c'est ça. C'est fait à l'avance. Ce qui est particulier, c'est que la zone de transition pour les courses extrêmes versus les courses Ironman, c'est que j'ai le droit de l'aide. Normalement, les courses Ironman, t'es indépendant. Si tu reçois de l'aide extérieure, t'es disqualifié. Tandis que ces courses-là, c'est encouragé que t'aies quelqu'un qui est avec toi pour t'aider. Fait que tu sors de là, tu trembles parce que t'es complètement congelé. Fait que t'es pas capable avec tes doigts d'enlever ta combinaison, ces choses-là. Fait que c'est là que ma blonde m'aide, déshabille, m'habille, ces choses-là. Fait que tu sais, chaque équipe a son membre supporter, puis c'est un travail d'équipe, là. Ouais, mais c'est tout installé à l'avance. Ouais. On va continuer à parler de la course dans quelques secondes. Je vais juste prendre le temps de dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur TVC Basse-Lièvre ou à MaTV Outaouais. Si vous voulez écouter le reste de l'entrevue, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. Et sinon, vous pouvez nous écouter, nous emmener avec vous autres sous forme de balado-diffusion. On est sur Spotify, iTunes ainsi que SoundCloud. Faites une recherche de l'informel, vous allez nous trouver facilement. Puis je vous invite à vous réinscrire, comme ça vous allez pouvoir suivre tous les épisodes qu'on a à vous proposer au cours de l'année. Donc, je vais continuer moi avec mon invité Francis. Merci tout le monde. Fait que là, avant de te poser une prochaine question, je vais prendre une gorgée d'eau. C'est bon. Parce que j'ai mangé pas longtemps avant d'enregistrer, tu sais. J'ai la gorge plutôt la salive plus pâteuse. Fait que là, OK. Mais la nage, ça prend combien de temps? Pour moi, cette nage-là a pris 1h15 parce que j'ai fait Tremblant il n'y a pas trop longtemps, fait que je mélange en même temps. Je pense que c'est environ 1h15. OK. Ouais. Puis là, tu arrives sur ton vélo, tu te prépares, tu te prépares, tu as longtemps à préparer. Tu pars faire combien de kilomètres, puis ça te prend combien de temps faire la trajectoire de vélo? L'Écosse était 202 km. Normalement, distance Ironman, c'est 180 km. OK. Les Écossais font ça compliqué pour je sais pas quelle raison. Fait que c'était 202 km. Fait que on part, puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, moi, le vélo, c'est pas ma force. Fait que tu sais, je me débrouille très bien, là, si on compare à la majorité de la population, mais comparativement à des triathlètes, je suis pas dans la haute moyenne, disons. Fait que pour moi, ça m'a pris 8 heures à faire ça. Ce qui était probablement la deuxième plus longue distance de vélo que j'ai. Pas distance, c'est-à-dire la plus longue durée que j'avais faite à vie. La plus longue ayant été en Suisse l'année passée. Là. OK. Mais là, ça va être particulièrement montagneux, entre autres, et probablement venteux.
En Écosse, oui et non. Venteux excessivement. On a eu à pédaler avec un vent de face pour à peu près une distance de 100 km. Fait qu'à peu près la moitié du parcours avec un vent de face, qui n'est pas typique de cette course-là, parce que normalement, oui, il y a des bons vents de face, mais seulement pour la partie finale, qui est à peu près le 30 derniers kilomètres, qui est normalement une descente. Fait que ça compense, tu descends, mais tu as un vent de face. Tandis que cette année, le vent a été dans la partie montante. Puis bien que j'aurais pensé que c'était plus des bonnes montagnes, c'est pas, exemple, les Alpes en Suisse. Fait que tu sais, c'est pas des cols que tu montes à 2000, 3000 mètres, mais c'est des faux plats qui arrêtent jamais. C'est soit que tu montes tout le temps un peu ou tu descends un peu. Fait que, comme je dis tout le temps aux gens, je suis pas fort à vélo, mais la seule affaire qui est sur mon bord, c'est que je suis pas très pesant. Fait que je me débrouille relativement bien quand tu me mets une bonne côte, parce que ça me tire pas autant d'énergie, admettons, que l'autre à côté qui est un peu plus costaud. Mais l'Écosse m'avantageait pas parce que c'était pas une grosse côte. Fallait juste que tu pèses tout le temps sur les pédales sans arrêt. Fait que t'as aucun temps de répit. Fait que c'était difficile pour ça, mais c'était pas des si grosses montagnes que ça, comme ça va l'être plus tard, mettons, dans la course en Écosse, où là, on avait une bonne montagne à faire. Puis j'ai remarqué sur les vidéos, souvent les vélos, là, ils ont tous leurs sacs, tout ça. J'imagine que là, tu prévois bagage parce que tu es parti pour un bon bout de temps, puis tu as besoin, I guess, de manger sur la route. Comment est-ce que tu gères ça? Oui, mais c'est plus limité que ce que j'aimais dans ces courses-là que, mettons, les courses Ironman. Parce qu'encore là, comme j'ai dit, j'ai ma blonde qui me suit. Elle a conduit en auto, pas à mes côtés. Dans le fond, on se donne des points de rencontre, mettons, à chaque 30 km, à peu près, on se rencontre. Puis, comme je parlais tantôt, ça a tout été fait, était dans la planification. Fait que moi, la semaine avant, j'ai pris le parcours, puis je l'ai divisé en différentes sections, puis je prévoyais combien de calories que j'allais avoir besoin de telle distance à telle distance. J'allais avoir besoin d'un manteau à tel endroit, parce que là, je descends une montagne. Fait que là, je risque d'avoir froid. Fait qu'il faut qu'elle me donne mon manteau avant. Fait que, tu sais, c'est tout calculé en fonction de ça. Fait que j'ai pas à entraîner autant sur mon vélo parce que je suis pas autosuffisant. Dans le fond, j'ai l'aide là-dedans. Fait que oui, j'amène une certaine quantité. Dans le fond, tu sais, 30 km, c'est à peu près 1 heure là, pour moi. Fait que j'amène ce que j'ai besoin pour 1 heure. Le but étant d'être le plus léger possible. Fait que le strict minimum, parce que je sais qu'1 heure après, je vais la revoir. Puis on peut faire un échange que ce soit de nourriture ou d'hydratation, tu sais. Fait que c'est différent, la logistique. Ouais, ben oui. Puis, est-ce que ça t'arrive des fois d'être comme dans ton parcours de 8 heures, là, est-ce que c'est non-stop ou c'est un cas où est-ce que tu vas genre prendre une pause ou comment est-ce que tu gères dans le fond ton énergie là, pendant ces 8 heures-là? C'est-tu des fois pause complète? Parce que j'ai rencontré à l'émission une fois un ultramarathonien, puis les ultramarathoniens, eux autres, c'est des jours quasiment. Puis, tu sais, ils ont des temps de pause. Les autres, ils ont même des temps où ils vont dormir. Mais là, quand tu pars pour, mettons, 8 heures de vélo, est-ce que c'est 8 heures non-stop à pédaler ou tu t'accordes des pauses? Comment ça fonctionne? Ben dans le fond, les petites pauses sont juste pendant les échanges de... OK, c'est ça ta pause. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, évidemment, j'ai pas besoin de dormir parce que c'est des courses qui sont pas plus de 24 heures. Mais c'est ça, dans le fond, tu peux décider de ne jamais arrêter ou c'est ces courses-là. Comme exemple, dans les courses extrêmes, il y a toujours une partie que c'est des élites. Fait qu'eux autres, ils arrêtent pas nécessairement complètement. Fait qu'ils font des échanges. Par exemple, eux continuent de rouler, puis la personne qui supporte tient la bouteille d'eau dans les mains, à bout de main, puis eux, ils la ramassent, mais ils continuent de rouler, tu sais. Fait que t'as toujours la possibilité de faire ça. Moi, je dirais que je suis un entre-deux, dans le fond. Fait qu'à quelques occasions, je fais ça, mais la plupart du temps, j'arrête, tu sais, ne serait-ce que pour 1 ou 2 minutes, juste jaser avec ma blonde, tu sais, elle me demande comment je vais, ces choses-là. Je lui donne mes bouteilles vides, elle me donne mes bouteilles, les 2 bouteilles pleines, puis après ça, je repars. Puis des fois, évidemment, sur 8 heures, il y a des pauses pipi aussi, là. Fait que faut arrêter pour ça. Fait que, ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de gros arrêts, là. Ça dépasse pas 5 minutes, là. Et heureusement, j'ai été chanceux jusqu'à date. J'ai jamais eu de problème mécanique. Fait qu'évidemment, là, ça pourrait peut-être être des pauses un peu plus longues, si t'as à réparer ou changer une crevaison, mais toucher du bois, j'ai été correct à date. Ou crampe, blessure. Ouais. T'étais chanceux jusqu'à date. Très chanceux, oui. Mais tant mieux. Puis là, t'arrives, mettons, à la partie de la course. Là non plus, ça n'a pas l'air d'être typique comme course. Mais en tout cas, moi qui ne s'y connais pas tant que ça là, en Ironman et Ironman extrême. Mais les montagnes, là-bas, ça a l'air rough. Là. On parle, t'es dans la roche, là, solide. Ouais.
Ouais. Puis ce qui était particulier aussi, cette course-là, c'est, tu sais, veux pas, t'arrives vidé du vélo, puis tu sais, OK, mais j'ai encore un marathon à courir. Puis ce marathon-là, il est pas sous le plat, comme tu l'as dit, c'est dans les montagnes, puis c'est pas des belles petites trails du parc de la Gatineau bien entretenues, là. Il y a un bout, à un moment donné, là, que je me demandais pourquoi, dans le meeting, avant les athlètes, ils forçaient tous les athlètes à avoir une carte et boussole. Je suis comme, voyons, pourquoi qu'on a besoin de ça? J'ai compris, parce qu'à un moment donné, t'arrives, t'as pas de trail. OK. Tu vois, comme ils ont peut-être mis un petit ruban accroché après une branche bien au loin, tu dis, ben ça doit être là qu'il faut que je me dirige, mais tu le sais pas vraiment, puis tu sais, il n'y a pas de trail, tu marches dans les herbes hautes jusqu'aux genoux. Fait que c'est assez particulier comme ça. Puis, ce qui a rendu ça dur, cette course-là, c'est que, tu sais, évidemment, t'es fatigué après le vélo, fait que tu penses un peu moins clairement, fait que j'ai fait un mauvais calcul au niveau du temps qui me restait. Fait que moi, à partir du moment que j'étais arrivé à la course, je savais que j'avais 18 km à faire avant d'aller arriver au point, dans le fond, de... j'ai juste le mot en anglais en tête, le cut-off, dans le fond, le temps limite, dans le fond, pour accéder à la montagne. Fait que je sais que j'ai 18 km à faire je pense que j'avais calculé 1h15, 1h30, c'est-à-dire. Ce qui, pour moi, sur un demi-marathon relativement plat, ça va bien. Mais pas dans ces conditions-là, dans cet environnement-là. Fait que j'étais arrivé, tu sais, au début, ça part mollo. J'étais comme, parfait, ça va. Mais à un moment donné, le mur. Je fais, OK, c'est parce que là, je ferais pas mon temps, là. Puis là, tu commences à broyer du noir, puis tu sais, tu viens négatif, ces choses-là. Puis je ramène ce que j'ai dit au début, c'est ça que j'ai été content de pouvoir m'en sortir de ces messages-là négatifs. Puis tu dis, écoute, donc, peut-être je le ferai pas, mais donne le meilleur que de toi que tu peux, puis advienne que pourra, on verra à la fin, tu sais. Puis finalement, c'est ce qui m'a sauvé, parce que j'ai jamais lâché, même si j'étais découragé par moi-même. Je dis, fais le mieux. Puis finalement, ça m'a permis de faire le cut-off. Fait que moi, comme je dis aux gens, dans le fond, en Écosse, il y avait la montagne avant la montagne, finalement. Fait que pour arriver à la montagne, il fallait que tu fasses la montagne. Alors que c'est peut-être moi qui l'avais mal compris, ça, mais quand tu regardais le manuel d'athlète, la préparation, ces choses-là, c'était pas clair comme ça que c'était pour être aussi dur que ça avant de se rendre. Parce que t'as pas vu, là, où est-ce que tu t'en es couru. Jamais. C'est ça, tu sais, t'as une idée parce que tu veux pas... Ça fait une semaine avant que je me promène en auto dans les Highlands, dans le fond, dans le nord de l'Écosse, mais je savais pas qu'est-ce que la trail exactement allait avoir l'air. Fait que c'était... c'était spécial, ça. Puis, quand une fois que tu as eu ton chandail, j'imagine que ça, justement, ton stress, puis toute la pression que tu te mettais, ça a dû relâcher, puis tu as dû être capable de mieux performer le reste de la course après. Oui et non. C'était comme en deux moments, dans le fond. C'est comme je dis, il y avait le temps limite pour accéder à la montagne, mais t'as pas encore le T-shirt en Écosse. OK, mais j'ai mal compris. C'est ça. C'est un petit peu différent. Dans le fond, faut que tu arrives au bas de la montagne, c'était à 4 heures le soir. Oui. Ça te donne accès à la montagne. Mais tu as encore à monter la montagne. La seule façon que tu peux avoir ton T-shirt bleu, c'est si tu es rendu au sommet. Ou pas exactement au sommet, mais en tout cas pas mal en haut. Puis il donne 1h45 à partir du moment que tu as accédé au bas de la montagne pour avoir... Fait que dans le fond, c'était comme en deux moments. Dans le fond, moi, ce que j'ai rushé le plus, c'était pour rentrer sur la montagne, dans le fond. Je l'ai fait par 30 secondes. Mais à partir du moment où j'avais accès à la montagne, là, je suis quand même un bon grimpeur. Fait que j'ai été rattrapé du temps. Fait que j'étais plus trop inquiet. Fait que oui, j'ai baissé un peu, mais pas tant que ça l'intensité. Puis oui, une fois que j'ai eu la confirmation comme quoi j'avais le T-shirt bleu, je pense que j'avais jamais vu quelqu'un marcher aussi lentement que moi. Parce que j'étais complètement épuisé. Tu sais, dans le fond, pour arriver au temps limite en bas de la montagne, il a fallu que je fasse un sprint qui est probablement plus rapide que qu'est-ce que je courais un 5 km en temps normal. Mais dans le milieu d'un marathon, alors qu'il me reste encore, je pense, 25 km de montagne à faire, tu sais, qui est pas du plat. Fait que je m'étais brûlé complètement à ce moment-là. Fait que tu sais, j'ai fini encore, mais la vitesse était très lente rendue au sommet de la montagne, là. Je peux imaginer. Puis, mais quand tu es dans des moments difficiles comme ça, parce que tu dis tu te parles, mais est-ce que tu as développé à longue des trucs pour t'aider à rester focus, puis pas justement céder à... Parce que tu sais, de gros de l'épreuve, oui, il y a toute la préparation physique, puis tu en as parlé aussi, c'est beaucoup mental. Fait qu'est-ce que tu fais de la préparation pour être fort mentalement, ou c'est quoi les trucs que tu donnes s'il y en a pour justement tenir le coup quand tu arrives à des moments difficiles comme ça? Il y a des trucs certainement, mais je pense que chaque
personne développe ses propres stratégies. Moi, j'ai pas quelque chose nécessairement de concret. Tu sais, souvent, dans les sports d'endurance, on parlait d'avoir un mantra. Dans le fond, te répéter une phrase sans arrêt. Je suis pas tellement du genre à faire ça. Comme ça, moi, je me dirais, je retombe plus sur mes entraînements. Parce que, tu sais, dans le fond, la journée de la course, tu le fais d'un bout à l'autre. Tu sais, tu fais la nage au complet, tu fais le vélo au complet, puis tu fais la course au complet. Mais ces distances-là, tu les as faites ou à peu près dans tes entraînements d'avant. Fait que, tu sais, je me dis, ben c'est rough en ce moment, mais écoute, tu l'as fait là, un mois passé, tu es capable de le faire. Fait que, tu sais, c'est plus... C'est plus sur ton expérience. Exact. Je te dirais, c'est plus à ce niveau-là. Puis des fois, ça va être la manière que je vais passer au travers, c'est d'arrêter de penser à ce que je suis en train de faire. C'est dur en ce moment, pense-y pas, pense à quelque chose d'autre. Je me souviens, je me faisais des jeux au début quand j'ai commencé. Je disais, OK, là, trouve un acteur. Là, je trouve un nom d'acteur. OK, dans quel film il a joué? OK, quel autre acteur? Puis tu fais une file comme ça juste pour dire que tu changes le mal de place. Ou d'autres fois, c'est d'être, non, focus sur qu'est-ce que tu étais en train de faire, assure-toi de bien l'exécuter. Puis c'est ça qui va te permettre de passer à la prochaine étape. Fait que c'est différent, je te dirais, de fois en fois, mais moi, ça, c'est moi personnellement. Fait que oui, il y a des stratégies, mais pas que je pourrais donner un truc à quelqu'un parce que c'est c'est propre à toi. Exact. Fait que tout le monde devrait trouver sa façon, j'imagine. Exact. Mais oui, en effet, il y a un très gros aspect psychologique de la chose, puis je pense que c'est pas maximiser ses chances ou pas apprécier l'ampleur de ces événements-là si tu fais juste préparer le physique, mais que tu n'as pas préparé le mental non plus là, avant. Ouais. Parce que c'est ça qui tient à la fin. Le physique, il a lâché, ça fait bien longtemps. Puis c'est la tête qui te fait continuer, là. Ouais. Tu vois, pour revenir à l'invité que j'avais, c'est Michel Carreau qui est ultramarathonien. Puis les ultramarathons, des fois, mais tu dois savoir, mais il y en a que c'est juste une piste qui tourne en rond. Ouais. Et c'était le mental, tu travailles solide, t'as rien à regarder, tout ça. Puis il dit qu'il spottait un arbre, puis il parlait à l'arbre à chaque fois qu'il passait à côté. Ça, c'est une force que moi, j'ai pas. Je suis pas sûr si je ferais ça, moi. Tu peux mettre. En tout cas, chacun ses affaires, là, mais ça je lève mon chapeau. Ouais, ben dans ton contexte, c'est ça, au moins tu as du décor, où est-ce que tu peux te recentrer sur le moment, j'imagine, quand tu vois. Là, fait qu'on a parlé de ta préparation mentale, mais ça ressemble à quoi, toi, ton quotidien, t'entraîner, mettons? Oui. Dans le fond, mes entraînements à la semaine, c'est entre 6 à 7 jours par semaine. C'est pas toutes les semaines que je fais 7 jours d'entraînement. Il faut que je m'accorde une fois de temps en temps une journée de repos. Il n'y en a pas gros. Puis par jour, c'est 1 à 2 entraînements, tout dépendant de l'intensité qui est faite. Là, parce que évidemment, j'ai 3 sports à m'entraîner. Fait qu'il faut que je sois capable d'avoir au moins 2 à 3 entraînements par sport par semaine. Fait que si on compte rapide, on réalise qu'il manque de jours dans la semaine. C'est ça. Si on rajoute là-dedans aussi des entraînements en musculation pour la prévention de blessures, étant physiothérapeute de formation, bien évidemment, je suis à l'affût de ces choses-là. Fait que c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je laisse de côté. Fait que ça rajoute aussi à la charge de travail. Fait que je dirais que ça peut aller jusqu'à un soir de semaine, 1 heure à 2 heures. Puis les fins de semaine, surtout quand on arrive très proche de la course où il y a des longues distances, des longs volumes, où là, ça peut être une journée pratiquement complète. Là. Je sors le matin à 8h30, 9h, puis je suis pas revenu avant 4h le soir. Là. Okay. Puis je me suis entraîné tout ce temps-là. Fait que ça peut aller assez long. Mais puis là, tu t'entraînes nécessairement dans les 3 disciplines, course, vélo, nage. Oui. Mais puis là, tu as fait référence à, tu vas faire l'entraînement physique, ça ressemble. C'est quoi tu fais exactement? Dans le fond, c'est au gym, dans le fond, là, avec des poids, la flexibilité autant que le renforcement. Okay. C'est que dans le fond, les 3 sports, vélo, nage et course se font, c'est unidirectionnel, c'est avant-arrière. Il n'y a pas beaucoup de mouvements de côté, puis malheureusement, ça peut créer certains déséquilibres au niveau du corps humain. Fait que dans le fond, les exercices que je fais au gym, c'est pour travailler les muscles que je ne travaille pas nécessairement en faisant ces 3 disciplines-là pour justement éviter les risques de blessures, permettre d'allonger ma carrière, parce que c'est un sport qui me fascine, qui me passionne, mais je veux m'assurer que c'est pas juste pendant 10 ans de ma vie que je suis capable de le faire, puis après ça, je suis complètement ruiné, puis capable de le faire. Fait que je te dirais, c'est beaucoup plus prévention de blessures, mon objectif là-dedans. Il y a un côté performance aussi, mais mon optique est vraiment plus du point de vue prévention de blessures. Là. Et longévité. Longévité du sport, oui.
Parce que je suis quand même relativement jeune, si on veut, pour les sports d'endurance. J'ai eu 36 hier. Okay. Puis c'est ça, fait que souvent les gens, c'est un petit peu plus tard peut-être qu'ils vont se mettre avec des sports d'endurance. Et les jeunes, souvent, c'est des sprints, des affaires assez rapides, tandis que tu viens pas de un petit peu plus tard dans ta carrière. Fait que tu sais, je commence jeune, mais je veux m'assurer de pouvoir continuer à le faire tard aussi. Fait que, puis t'as commencé ça quand? Comment c'est arrivé? Triathlon a commencé en, je pense, 2007. Puis comment j'ai commencé à ce moment-là, je venais juste à peu près de commencer à courir. Ça faisait 1 an que j'avais commencé à courir. Puis je travaillais dans une clinique de physio à ce moment-là. Puis 2 de mes collègues physiothérapeutes faisaient la course, mais faisaient du triathlon aussi. Puis il y en a un qui me dit « Ah, ben je fais un triathlon sprint dans 2 mois à la fin de l'été. Ça te tente-tu de le faire avec moi? » J'ai fait « Ben je sais pas c'est quoi, mais OK, je m'achète un vélo puis j'embarque. » Puis tu sais, ça a été ça, puis ça a été un déclic. Pendant bien longtemps, par exemple, j'ai fait des courtes distances, ce qui est d'ailleurs ce que je recommande à la majorité des gens, là, de ne pas se lancer au Ironman en partant. Fait que c'est plus des sprints, maximum olympique, mais tu sais, rester la première année, vraiment des courtes distances, puis juste voir, est-ce que tu vas aimer ça, puis diminuer les risques de blessure. Fait que c'était beaucoup de la courte distance au début, puis vraiment le déclic pour la longue distance, c'est fait plus tard, je pense que c'était en 2011, où une de mes bonnes amies, son frère, faisait l'Ironman au Lac-Placide, puis elle m'avait juste invité, puis j'étais allé voir, sachant c'était quoi le sport du triathlon, mais connaissant pas qu'est-ce que c'était l'Ironman. Puis je pense que j'ai eu la chair de poule tout le long quand j'étais là. J'étais comme, ouais, OK, moi, je vais faire ça un jour. Puis je pense que c'était ça, le vrai déclic pour la longue distance, mais le triathlon datait d'une couple d'années avant. C'est quoi qui te fait triper de ça? Tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui nécessairement ils regardent ça et ils disent ouais, c'est malade. Ouais. Ça n'a pas d'allure, puis je ferais jamais ça. Hein. Ouais. Mais je suis curieux de savoir, c'est quoi qui va te chercher? Ben, en premier tout, je pense que c'est le style de vie. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un... Tu sais, évidemment, moi, des formations professionnelles, étant physiothérapeute, je suis au courant que c'est important de bouger pour maintenir le niveau de santé, ces choses-là. Fait que j'ai toujours été dans le sport. J'ai toujours été poussé à bouger. J'ai fait des sports compétitifs. Ben, un sport compétitif qui était le volleyball pendant longtemps. Mais à un moment donné, quand t'es 5 pieds 7 puis tu veux continuer dans le volleyball, tu réalises bien vite que ta carrière va finir assez rapidement. Puis l'aspect du volleyball, c'est que malheureusement, il faut que tu aies au moins 3 amis avec toi pour jouer. Tandis que la course, tu as une paire d'espadrilles, tu pars. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a amené vers ces sports-là. Côté triathlon, je pense que c'est la beauté de justement pas avoir l'élément routine. T'es pas juste en train de courir, t'es pas juste en train de faire du vélo, tu as un peu du bienfait de chaque sport. Okay. À mon avis, ça rend un athlète quand même assez complet, justement. Puis, tu sais, c'est la communauté triathlon est le fun. Le monde en général, là, c'est des gens qui sont ouverts. Tu parles, puis tu sais, c'est le fun. Autant avant la course, après la course, tu jases avec ces gens-là, comme en Écosse, exemple. Tu sais, je rencontre du monde qui sont pas du coin, là. Puis, tu sais, tu jases comme si tu le connaissais depuis longtemps, mais tu sais, il y a l'élément commun qui est le triathlon, puis tu sais qu'est-ce que tu as eu à faire pour te rendre là. Fait que tu devines un peu c'est quoi les étapes que cette personne-là a passées, mais tu sais, il y a un lien d'amitié qui se crée quand même assez facilement. Puis c'est ce que j'ai remarqué beaucoup dans l'environnement du triathlon. C'est un univers assez spécial, là. Mais ouais, ça rend ça, je pense, plus agréable pour moi, du moins, là. As-tu développé des amitiés à long terme à travers ça? Oui. Ben, tu sais, évidemment, mon meilleur ami, ben, ma blonde, ma femme en fait maintenant. Puis, tu sais, ça a venu d'elle-même, dans le fond, évidemment, en me voyant en faire. Mais, tu sais, c'est certain qu'en faisant des longues heures d'entraînement comme ça ou des courses comme ça, tu finis que ton groupe d'amis, ton cercle d'amis, c'est des gens qui font forcément la même affaire parce qu'ils veulent pas, tu sais, ils comprennent un peu ce que tu vis. Fait que t'es pas mal de temps là-dedans. Exact. Fait que oui, j'ai des bons amis que je me suis fait avec le triathlon. Puis, c'est des amitiés qui durent pour longtemps, finalement, parce que tu t'évolues à travers ce sport-là là-dedans en même temps. Fait que... Tu parles de ta blonde, si tu permets, j'aimerais ça en jaser un peu parce que la dynamique doit être assez spéciale dans le sens que de voir comment est-ce que tu es occupé tout en entraînement, tout ça. Je peux imaginer que la dynamique blonde-chum est différente de bien d'autres couples
Tu vas pas aussi souvent, j'imagine, au cinéma pour être bourré de popcorn, tu sais. Ouais. Non, mais ça, je peux lui lever mon chapeau. Tu sais, c'est un ange, là, Caro, dans le fond. Tu sais, c'est un travail d'équipe, là, évidemment. Moi, en étant parti pour m'entraîner, ces choses-là, il y a bien des choses que je peux pas faire à la maison, que, tu sais, je dois modifier un petit peu dans la manière que je fais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses dans lesquelles elle m'aide là-dedans. Puis je pense le fait d'en faire, elle aussi, il y a un élément de compréhension aussi. Tu sais, je verrais ça beaucoup plus difficile avec quelqu'un que le conjoint, le partenaire, il comprend pas ou fait pas la même chose. Je pourrais voir que ça bloquerait. Nous, ça semble très bien fonctionner jusqu'à présent. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais attends une minute, là, t'as pas d'enfant encore. » Puis c'est vrai. Fait que tu sais, je connais pas cette réalité-là encore. On verra. Un autre dynamique. Mais ouais, exact. Mais tu sais, pour l'instant, ça marche très bien en ce moment. Puis elle m'appuie vraiment à 100 000 $ là-dedans. Là. Ouais. Puis... mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé à propos de la course en Écosse. Parce que dans le fond, il y avait 200 quelques coureurs, mais c'est pas tout le monde qui finit la course. Non. Il y a 160 et quelques qui ont terminé. Tu t'es classé 75e, si je me trompe pas. Je me souviens plus. Ah, tu t'en souviens pas? Non, je m'en souviens plus. Regarde, je vais checker mes notes, mais j'avais noté. Là, j'y allais par cœur. Ouais, t'as fini 75e sur 166 qui ont terminé la course. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour toi, c'était-tu quelque chose... Ben là, j'imagine... Dans le fond, ça répond à ma question. Clairement, parce que tu es en train de me dire que c'est l'expérience qui t'a fait, qui était bien plus importante pour toi que le classement. Exact. Ouais, exact. Cette course-là, d'avance, je m'en vais pas là dans le but de gagner cette course-là parce que de toute façon, il y a une catégorie élite. Fait que, tu sais, eux, c'est leur travail. Là. C'est ce qu'ils font jour après jour. Fait que, tu sais, je me dis, je leur lève mon chapeau puis je les admire, ces gens-là, mais je m'en vais pas là pour compétitionner contre ces gars-là. Tu sais, c'est vraiment le but de ces courses-là extrêmes, c'est vraiment toi avec toi-même. Tu sais, tu compétitionnes contre toi. Le classement est vraiment secondaire, ton temps est vraiment secondaire. Puis ce qui est dur aussi, c'est que tu n'as pas de point de comparaison à moins de refaire. Mettons, si je reflète l'Écosse l'année prochaine, là, je pourrais dire, OK, ben j'ai fait ça en tel temps cette année, fait que je vais essayer peut-être de me battre. Mais évidemment, c'était la première fois que je faisais cette course-là, puis j'ai toujours fait les courses extrêmes juste une fois, mais tu peux pas comparer une course à une autre, fait que je peux pas dire j'ai fait 17 heures en Norvège, fait que je vais essayer de faire mieux à cette Écosse-là, en Écosse par exemple, parce que c'est pas du tout la même affaire. Fait que, mais oui, je pense que j'ai répondu à ta question, parce que tu vois, je me souvenais même plus de mon classement, puis c'était pas ça que je visais, tu sais, j'avais aucun classement à terre. T'es satisfait, tu sais, mais là, fond, c'est clair que soit que t'étais bien satisfait ou tu t'en sacs. Ouais, ben non, c'était pas de m'en sacrer, je te dirais, je pense, ce que je voulais, c'était mon t-shirt bleu. Puis pas tellement pour avoir le t-shirt bleu, mais pour avoir la chance de monter en haut. Parce que, tu sais, dans le fond, le paysage que tu as en haut de la montagne versus en bas, on s'entend, là, ça reste quand même une Écosse. Fait que le paysage en bas doit être quand même à couper le souffle, mais c'est pas ce que c'était en haut, tu sais. Puis quand j'étais rendu en haut, j'ai fait... Moi, une chance, je l'ai faite, ça, parce que j'aurais manqué ça, là. C'était de toute beauté en haut. Puis on était vraiment très chanceux cette année. Autre que le vent qui était très dur à vélo, on a eu, je pense, à peu près juste une demi-heure de pluie, alors que l'Écosse est réputée comme étant très, très pluvieux. Puis les jours avant et après la course, c'était ça. Là, c'était de la pluie avec des températures qui environnaient aux alentours de 14 degrés Celsius. Fait que j'étais comme, si la course est comme ça, là, ça va être longtemps. Mais finalement, c'est ça, on était super chanceux. Puis en haut, un beau soleil, en haut de la montagne. Fait que tu sais, c'était surtout pour ça. Je voulais avoir la chance de dire, je suis monté en haut de la montagne, puis j'ai fini ma course. Et non, j'ai le t-shirt bleu. T-shirt bleu, ça serait sur Sunday, mais c'était pas une question de classement, c'était pas une question de temps, c'était juste, est-ce que je suis capable d'aller accomplir là ce que je m'étais fixé comme but au début de l'année, dans le fond. Ouais. Mais là, tantôt, tu parlais à ta blonde, mettons, quand tu es en vélo, à ta compagne, est en voiture et tout ça. Là, quand tu es rendu dans la montagne, ça veut dire qu'il faut qu'elle court avec toi? Oui, la partie montagne seulement, par exemple. Fait comme le 18 km initial que je disais, c'était la montagne. La montagne, elle était pas avec moi. Fait qu'elle se rendait déjà à notre point de rencontre, qui était à la base de la montagne, dans le fond, où je devais me rendre là, pour 4 heures, pour le temps limite. Fait que dans le fond, elle m'attendait là. Puis à partir du moment que j'arrive à temps, puis ils disent, oui, c'est beau, tu peux aller monter en montagne, ben là, elle me suit. Dans le fond, fait qu'on a fait à peu près 15 km ensemble dans la montagne.
Fait qu'elle a pu vivre le sommet de la montagne avec toi. Elle a toujours vécu les sommets avec moi. Ce qui est différent un peu de l'Écosse des autres courses extrêmes, c'est que les autres... c'est pas vrai, parce que l'Alaska aussi, tu finis en bas. Mais la Norvège et la Suisse, la fin est vraiment au sommet. Tandis que l'Écosse, tu fais le sommet, mais tu redescends, puis la ligne d'arrivée est au niveau... Ben, pas au niveau de la mer, mais elle est au bas de la montagne. Fait que c'est un petit peu différent. Fait que normalement, elle finissait toujours avec moi, mais cette fois-là, elle a fait la montagne avec moi, puis après ça, elle reprenait l'auto pour aller à la ligne d'arrivée pour m'attendre, dans le fond. Fait que c'est un petit peu différent. Mais oui, toujours accompagné. Encore là, élément sécurité principalement, là, parce qu'évidemment, quand tu es rendu à ce point-là de la course, souvent, tu es déjà très épuisé. Plus tu t'en vas dans une montagne qui est assez à pic, assez technique. Fait que ouais, c'est obligatoire même. As-tu côtoyé ou croisé des courseurs qui ont abandonné? Non. Parce que ça doit... Tu sais, je peux imaginer, puis... En tout cas, normalement, tu ne dois pas te projeter puis t'imaginer que ça t'arrive, mais je trouve ça plate un peu te mettre dans cette mentalité-là, mais peux-tu imaginer que tu tapes toute ta préparation, tu fais le voyage, tu te rends sur place, puis là, tu sais, t'es pas capable, tu lâches à un tel point, ça doit être décevant en temps. Ouais. J'en ai pas rencontré, mais Cartman avait fait une page pour les athlètes, dans le fond, que les gens pouvaient poser des questions, ces choses-là. Fait que par après, il y en a beaucoup qui ont sorti un cri des pauses. Je suis vraiment pas déçu de moi-même, mais je suis vraiment triste de ne pas avoir pu finir avec vous, ces choses-là. Fait que évidemment, j'ai eu connaissance qu'il y en a qui n'ont pas fini, mais je n'aurais pas parlé à ces gens-là directement. J'ai parlé à une couple de gens qui n'ont pas réussi à faire la montée pour la montagne, qui ont eu le t-shirt blanc. Mais comme je dis, ces gens-là, le but, c'était finir la course aussi. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de sentiment de déception, même si c'était un sentiment d'accomplissement du devoir bien accompli, justement, de l'avoir fini jusqu'à la fin, ces choses-là. Il n'y a pas de négatif autour de ça. Puis, je suis content de ne pas avoir vu comment j'aurais pu réagir, ne pas l'avoir fait, parce que je ne le sais pas. Mais c'est ça que j'aime de ces courses-là, c'est que ça reste toujours positif. Tu sais, il y a pas autant l'aspect performance, je pense, puis c'est ça qui rend ça plus le fun, là. Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup de support pour ceux qui ont, dans le sens ceux qui n'ont pas réussi. Après ça, il doit y avoir beaucoup d'encouragement de ceux qui ont réussi, puis du support, puis peut-être même des gens qui vont dire, ben regarde, je peux t'aider ou je sais pas quoi. Ouais. Ben je pense que ce qui doit aider aussi, c'est ces courses-là, t'es jamais tout seul. T'as tout le temps un supporter qui est avec toi. Tandis que, exemple, si au Ironman, tu décides de lâcher au 90e kilomètre de vélo, mais il t'en reste 90 à revenir. Fait que tu sais, je pense que c'est l'auto du Ironman qui t'amène jusqu'à la zone de transition. Mais tu sais, tu décides d'abandonner puis t'es tout seul à ce moment-là au milieu de nulle part. Tandis que dans les courses extrêmes, t'as toujours ton partenaire qui est presque à tes côtés. Fait que si tu décides d'abandonner, ben tout de suite, t'as quelqu'un à qui parler puis tu sais qui est là pour toi. Je devine que ça se passe comme ça. Là. Heureusement, j'ai jamais été dans cette situation-là. Mais as-tu eu déjà à débattre avec toi-même, par exemple, pour dire OK, non, lâche pas, puis t'étais comme sur le point, là? Pas à lâcher, mais comme j'ai dit en Écosse, pendant le 18 km qui précédait la montagne, à une couple de fois, il n'y a jamais été question de je vais lâcher parce que je savais que j'allais le finir. Mais plusieurs fois, je me suis dit, je ferais pas le temps limite pour la montagne. Ça m'est tourné en tête vraiment beaucoup. Mais il n'y avait aucune question que j'allais pas le finir parce que je n'étais pas blessé. Puis tu sais, je n'étais pas hyper fatigué non plus à ce moment-là encore dans la course parce que c'était quand même assez tôt. Fait que tu sais, dans ma tête, c'était pas question que j'allais finir ou pas. C'était juste quelle couleur de t-shirt j'allais avoir à la fin, tu sais. Pardon, ouais. Si quelqu'un abandonne, d'après toi, c'est-tu plus une question de mental ou de mauvaise préparation physique? Je pense que ça peut être tout ça. Ça peut être une blessure aussi. Tu sais, ça peut être... surtout les trajets comme que là, en Écosse, dans les montagnes. Tu sais, la montagne, là, une fois que tu l'as montée, tu as à la descente. Puis souvent, les coureurs de montagne vont me le dire, souvent, c'est le pire, c'est la descente. Puis après que tu as fini de monter au sommet, la première descente que tu as, c'est du 45% d'inclinaison avec des roches aucunement stables. Ils appellent ça un scree en Écosse. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est une pente très, très à pic avec des roches qui sont pas fixées dans le fond. Fait que tu piles puis ça déboule. Là. Fait que c'est de même que tu commences à descendre. Fait que tu sais, c'est rough, là. Fait que, ouais. C'est ça. Tu me disais aussi, t'entraînes
déjà? Oui, exact. J'ai commencé ça depuis, ça va faire 3 ans, je pense. J'ai fait, bien évidemment, avec l'expérience, finalement, tu finis par apprendre des choses. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai lu beaucoup de livres pour ça. Mais aussi, j'ai fait ma certification de coach longue distance qui est certifiée, dans le fond, par Ironman. Fait que c'est ça. Fait que depuis 3 ans, je fais ma propre planification, mais je suis des athlètes aussi qui ont voulu eux-mêmes relever le défi du Ironman. Là. Quand ils font des courses, toi, est-ce que tu vas des fois avec eux autres pour les supporter puis les stratégies et tout ça? C'est arrivé. J'ai pas toutes fait les courses de mes athlètes parce que des fois, malheureusement, il y en a que c'est peut-être la même course et la même journée, mais pas au même endroit. Puis une question de déplacement aussi, des fois, s'ils décident de faire une course un petit peu plus loin. Mais oui, autant que j'ai pu, j'ai essayé d'aller encourager mes athlètes, évidemment, avec mon volume d'entraînement puis mon travail. Le coaching est vraiment un secondaire. Dans le fond, je fais ça parce que j'aime ça, puis j'aime amener des gens à se dépasser puis à partager ma passion, dans le fond, mais je m'assure de garder un volume qui est quand même assez bas. Là. Je prends pas beaucoup de gens, juste pour m'assurer, que la qualité du travail que je donne est bon, mais aussi pour m'assurer que je perds pas le contrôle. Fait que oui, souvent, j'essaie de les accompagner, puis j'ai fait... pas mal de courses où j'étais le cheerleader avec mes pompons là, sur le bord du terrain, du trajet. Là. Ouais. Bon, la saison est plus ou moins finie. Tu regardes cet automne, tu sais, peut-être faire quelque chose. T'es-tu fixé des objectifs à long terme ou t'as-tu fixé des courses que tu t'es dit, ça, je vais aller faire ça l'année prochaine ou dans X nombre d'années? Oui. C'est une drôle... Pas que c'est une drôle de question, c'est une bonne question que tu me poses là parce que pour la première fois, après l'école, j'ai fait OK, c'est quoi la prochaine étape? Parce que moi, dans ma tête, c'était comme un peu un plan que je m'étais fait 3 ans passés quand j'étais en Norvège. J'ai fait, mon but, c'est de faire les 3 originaux. L'original étant la course en Norvège, j'étais la première créée pour les courses extrêmes. Puis après ça, on a découlé la Suisse puis l'Écosse ou la Suisse. Je me souviens plus dans quel ordre, mais c'était les 3 originales. Maintenant, depuis ces années-là, il y en a plusieurs qui sont arrivés. Exemple, Alaska, il y en a dans d'autres pays maintenant. Puis il y en a même une version qui est au lac Mégantic, dans le fond, qui est la version Canada-Man. Mais c'est ça mon but, je voulais faire les 3 originaux que j'ai complétés dans le fond en faisant l'Écosse cette année. Fait que là, j'ai fait OK. Quelle est la prochaine étape? Fait que là, je me suis dit, regarde, j'ai parcouru le monde, mais j'ai pas fait celui qui est dans notre cours. Fait que mon but, c'est que l'année prochaine, j'aimerais bien faire le Canada-Man. Fait que ça, c'est un des objectifs que je me suis fixé pour l'année prochaine. Puis l'autre chose aussi, je me suis dit, j'essaierais peut-être de faire un peu de variété. Fait que je me suis acheté, il y a un mois passé, un vélo de montagne. Puis mon but, ça serait peut-être de commencer à faire du triathlon. Ils appellent la série Xterra. Dans le fond, c'est la version montagne un peu des triathlons. Fait qu'évidemment, de la nage en lac, mais triathlon, c'est-à-dire la partie vélo de montagne et de la course en trail. Fait que à voir, je suis vraiment nouveau dans cet univers-là. Fait que je développe ça en ce moment, mais c'est peut-être 3 petits points à venir. Ouais. Ah ben c'est cool. Ben écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Hey, je m'en ai te dire merci, mais il y a une affaire qui m'intrigue avant. Oui. Est-ce que tu considères peut-être y retourner en Écosse, par exemple, puis revoir si tu es capable de battre ton temps? Ou c'est pas quelque chose que... C'est pas... J'y ai pas pensé. Je me suis pas dit je vais aller faire parce que c'était pas ça le but. C'était pas de faire un temps. Mais tu sais, je me dis, une fois que tu l'as vécu, l'expérience, puis que là, mettons que l'opportunité se représente, de dire, OK, hey, je le referais-tu pour essayer de voir si je ferais pas mieux. Ou un des 2 autres originaux que tu parlais. Ouais. Je pense que si j'avais allé en refaire une... ça serait soit elle ou celle en Norvège. Parce qu'évidemment, celle en Norvège étant l'original, il y a un petit quelque chose de plus avec cette course-là, puis elle est très, très convoitée d'ailleurs. Ce qui a fait que j'ai commencé à faire ça, c'est que je suis excessivement chanceux au tirage au sort, parce que c'est le même que ça a commencé. Vrai. Ben oui, il y a un tirage au sort parmi les gens qui veulent aller faire la course. Exact. Puis la première qui a commencé un peu tout ce rêve-là, ou cette histoire-là, c'était que j'ai été accepté en Norvège avec, je pense, je vais dire aux alentours de 5000... pas participants, c'est-à-dire des gens qui s'étaient inscrits. Puis j'ai été pigé là-dedans. Là. Mes chances étaient pratiquement nulles pour ça. Mais le fait que j'ai été choisi pour cette course-là m'a vraiment ouvert les portes pour réussir à faire les autres courses par la suite. Donc, je pense que si j'avais à en refaire, ça serait cette course-là parce qu'il y a un petit élément de...
C'est l'original, c'est là que ça a commencé. Puis je pense que ça serait plus là que je retournerais. Mais encore là, je pense que, comme j'ai dit, là, mon but l'année prochaine, c'est d'en faire une différence. Fait que c'est faire le Canadaman, mais je pense que si j'avais à continuer de cet univers-là, j'essaierais encore là d'en faire une nouvelle. Comme j'ai dit, là, il y a eu les 3 originaux, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutés dans des endroits vraiment tripants dans le monde. Là. Je pense qu'il y en a un qui se fait à l'île de Man, qui est pas loin de si je me souviens bien, de l'Irlande. En tout cas, au niveau du Nord, j'ai pas regardé au niveau de la localisation, mais ça a l'air trippant. Okay. Il y en a un en Islande, des places aussi flyées comme ça. Fait que je pense que j'aime le fait que c'est différent à chaque fois. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, avoir de ce que je perçois, ce que tu as dit, c'est l'expérience te fait plus tripper que la performance de toute façon. Pour moi, la chance d'en voir des différences va être plus trippant pour toi que d'essayer de battre ton temps, mettons. Exact. Pour ces courses-là. Pour les courses extrêmes, oui. Tu sais, le circuit Ironman, quand je suis là, à mon business, tu sais, le but, c'est d'aller faire un temps puis d'essayer de me battre devant, mais ces courses-là, c'est pas l'objectif. C'est vraiment juste de vivre l'expérience là, au maximum. Puis, j'imagine aussi quand tu es là-bas, la communauté autour de... que ce soit en Écosse ou en Norvège, il doit y avoir une fébrilité dans la communauté autour. Puis les gens qui organisent tout ça. Hein. C'est incroyable. Ces courses-là se font pas si la communauté n'est pas derrière eux autres parce que c'est tellement dans les petits villages éloignés, puis c'est ça qui est beau parce que dans le fond, ces courses-là me permettent d'aller dans un endroit que, ayant visité ce pays-là, probablement j'aurais jamais été dans ce coin-là du pays. Fait que c'est vraiment dans des petits endroits isolés, des petits villages avec des petites populations, mais on le sait, c'est un peu comme ici, tu sais, en grande ville, le taux de participation des fois pour les gens n'est peut-être pas proportionnellement le même qu'à, mettons, dans des petits villages où il y a un effet de communauté, ces choses-là, puis ça prend des bénévoles, puis ça prend des gens qui s'impliquent dans des courses comme ça, puis on sent vraiment qu'il y a cet élément-là là, dans toutes les courses extrêmes. Tu sais, tout le monde met la main à la pâte, puis le but, c'est de rendre l'expérience la plus incroyable pour les gens qui vont venir la faire, cette course-là. Là. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Ben écoute, je te souhaite beaucoup de succès dans des prochaines courses, puis définitivement, je vais suivre ton Facebook et continuer à suivre tes aventures. C'est le fun de te suivre. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.